Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France, épisode 36 aujourd'hui, épisode que vous retrouvez en podcast audio et aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube 100% PSG ici Paris-Île-de-France. On vous invite à nous rejoindre, à liker l'émission et vous abonner. Surtout, vous abonner histoire de titiller les algorithmes. Tiens, et pour parler de titiller, il y a quelque chose qui me titille. Moi, justement, j'aimerais juste avoir votre avis. Vous savez, on fait ça quelquefois sur le chat de l'émission. J'aimerais juste avoir votre avis parce que moi, depuis samedi 22h, je l'ai un peu en travers. Je vous explique tout de suite. Depuis que l'information sur le nouvel entraîneur du Paris FC est tombée, oui, je parle du Paris FC. Je sais, c'est une émission PSG. Et je parle du Paris FC, c'est comme ça. Mais moi, j'ai bugué complet. Je me rappelle encore du moment où Pierre Clément, à l'antenne, pendant la retransmission, me dit « Bruno, il y a Benjamin Quarez du Parisien qui annonce que Antoine Kombouaré va devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. » Et là, j'ai fait « Attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va vraiment pas. » Antoine Kombouaré, coach du voisin parisien, coach du voisin qui est à 90 mètres. Moi, c'est marrant, ça passe pas. L'idée ne me plaît absolument pas. J'arrive pas à me mettre en tête que Michel Denisot est dans le conseil d'administration, que Rai est l'ambassadeur de ce club, que Antoine Kombouaré devient l'entraîneur de cette équipe. Comme l'a dit Pia d'ailleurs dans un tweet. Et pourquoi pas Paoletta, entraîneur des buteurs, et pourquoi pas aussi Ronaldinho, patron de la buvette. Bref, ça devient un peu n'importe quoi du côté du Paris FC. J'arrive pas à comprendre. On n'a qu'à leur filer les clés du Parc des Princes aussi, ça peut peut-être les intéresser. Bref, c'est vraiment très bizarre et j'aimerais avoir votre avis, vous, sur cette situation de ce PFC qui se construit par le prisme du Paris Saint-Germain et avec les anciens du Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis, ça passe pas du tout. Je pense que vous l'avez compris dans mon propos. Sur ce, ladies and gentlemen, il est temps d'ouvrir les portes de la tribune. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, le Paris Saint-Germain qui reprend la tête du championnat grâce à sa victoire face à Metz, 3-0, et aussi grâce à la défaite de Lens face à Monaco. Monaco, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mercredi. On moulinera l'actualité du match du FC Metz avec le j'aime ou j'aime pas, et ensuite on se demandera si Kangin Lee est le remplaçant parfait au Paris Saint-Germain, oui, puisqu'il est revenu, il a fait des bonnes entrées, puis il a fait aussi un plutôt bon match face à Metz. Vous me direz un petit peu ce qu'on va voir, un petit peu ce qu'en pensent nos débatteurs. On évoquera ensuite les prolongations de Neves, c'est bouclé pour Neves, et celle de Mayoulou qui coince un peu plus. On va faire un point à ce sujet. Et enfin, mercredi, c'est Ligue des Champions, barrage de Ligue des Champions, le barrage retour. Y a-t-il encore un danger pour le PSG face à Monaco, ou est-ce que pour vous, c'est plié grâce à la victoire au match aller 3-2? De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Jonathan Bensadoun, Ilyes Peters et Alexandre Letellier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Oh oui, ça passe. Enfin une équipe un peu soudée, ça passe. Et oui, Diana qui a la réalisation applaudit. Jonathan de canalsupporter.com, Ilyes de 90 minutes et Alexandre Letellier, jeune retraité et ancien du Paris Saint-Germain. Je suis content de vous retrouver, les copains. Juste avant l'émission, on a beaucoup parlé. Pas de foot, mais de NFL. J'en ai deux là, et de basket, de NBA, de NHL aussi. Bref, ça parlait sport américain et ça parlait aussi des contrats pour les jeunes au Paris Saint-Germain. On va en reparler dans cette émission. Les copains, juste avant d'évoquer l'actu du PSG, j'ai lancé ce petit débat sur le chat de cette émission et j'aimerais bien avoir votre avis sur Antoine Kombouaré, coach du Paris FC. Antoine Kombouaré, casque d'or, joueur au Paris Saint-Germain, entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a toujours revendiqué son amour du PSG, devient l'entraîneur du PFC pour 18 mois, coach adjoint Olivier Chouafny, ancien entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain. Je t'ai vu dodeliner de la tête, t'étais pas d'accord avec moi et avec mon propos, Jonathan. Alors, oui et non, parce que moi, c'est pas tant ça qui me dérange, moi, c'est plutôt dans la construction du PFC dans son ensemble. Je trouve qu'il y avait absolument tout pour faire un projet hyper sexy, hyper sympa. T'es le deuxième club parisien, t'essaies de développer quelque chose, t'es effectivement dans l'ombre de l'ogre du Paris Saint-Germain. Et en fait, que ce soit sur le marché des transferts, la politique sportive et même le choix du coach, parce que
Je répète, déjà, le choix d'Antoine Kombouaré, oui, il est déjà surprenant par rapport à son passif parisien, mais du Paris Saint-Germain. C'est surtout l'entraîneur en lui-même. En fait, c'est quoi l'ambition, c'est quoi le projet à moyen long terme du PFC? Honnêtement, je ne comprends pas. Moi, je te dis, quand j'ai vu la famille Arnaud arriver, Red Bull, etc., je trouvais que c'était hyper intelligent. Pour moi, ça ressemble à un flop monumental, quoi, le PFC. Alexandre, toi de ton côté, de voir tous ces anciens, t'es intéressé par un poste peut-être, toi de ton côté? Non, mais écoute, après, voilà, le problème, c'est qu'en étant dans l'ombre du PSG, moi, c'est pareil, en fait, quand j'ai vu un peu tout ce qui s'est construit au début, je me suis dit, mais ils s'entourent hyper bien. Ils prennent Red Bull, Jürgen Klopp, ils savent où ils veulent aller. Et c'est vrai que là, maintenant, on ne sait pas trop où ils vont. Après, voilà, étant donné qu'il y a le PSG à côté, est-ce qu'ils veulent s'en inspirer en prenant tous les anciens de là-bas et essayer de créer. Voilà, vraiment, c'est cette deuxième identité du deuxième club parisien. On ne sait pas. Non, mais Il faut voir sur la longueur. PSG, non? Parce que toi, quand tu étais jeune, quand le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qu'il fallait battre dans la région parisienne. Alors, il y avait le PSG, mais vous, votre adversaire, c'était le PFC ou un autre? T'en avais deux, t'avais le Paris FC et le Red Star. D'accord. Le Red Star, c'est vrai que c'était vraiment les deux gros matchs de notre jeunesse. Et c'est vrai que le Paris FC, de toute façon, a toujours été réputé pour avoir une belle école de football comme le Red Star. En tout cas, pour ceux qui ne regardent peut-être pas l'émission, vous êtes très nombreux à nous écouter aussi en podcast audio. Vous êtes encore à l'ancienne, mais parce que ça fait très longtemps qu'on est là et vous avez pris vos habitudes. Ses yeux ont brillé à Alexandre dès qu'il a évoqué les matchs face au Red Star et au PFC. Il s'est rappelé de quelques souvenirs. Je sens qu'il y a quelques bons moments qui se sont passés. Ilyes, je sais que toi, tu fréquentes même la tribune de presse à Jean-Bouin pour le boulot. Est-ce que toi, tu comprends ces anciens du PSG qui débarquent là-bas et ce PFC qui prend je comprends l'arrivée d'Antoine Kombouaré dans le sens où c'est peut-être l'entraîneur français en activité qui a le plus d'expérience en Ligue 1 et c'est peut-être en ce sens que je comprends son arrivée au Paris FC. Je rejoins aussi Jonathan sur ce qu'il dit parce que malgré tout le projet il y a 6 mois était très, très attrayant et on s'interrogeait sur ça. Et force est de constater que finalement ça prend pas et que le choix de Kombouaré est discutable. Mais pour moi, le PSG et le Paris FC, ils ont rien en commun si ce n'est les 44 mètres et la rue Claude Farrière qui sépare les deux stades. Pour moi, il y a vraiment, vous parlez de l'ombre dans lequel est le Paris FC, pour moi il y a une galaxie d'écart. Et je pense que c'est aussi le Paris FC en a conscience, il ne cherche pas à créer une rivalité avec le Paris Saint-Germain pour l'instant. Quelle est l'idée d'aller prendre des gens qui viennent tous du PSG? Enfin, tu vois, Denisot dans le C1, Rai ambassadeur. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui se passe. Ouais, peut-être d'avoir des personnalités fortes et qui sont à connotation Paris, quoi, tout simplement, pour avoir une identité. Le Paris FC se recherche une identité, hein, on le sait. Mais je suis pas vraiment dérangé par cette arrivée d'Antoine Kombouaré. Parce qu'Antoine Kombouaré, il est passé par le PSG, c'est vrai, mais il est aussi passé par Nantes, il est passé par Toulouse, il est passé par Dijon, par Valenciennes. Donc, ok. Pas vraiment dérangé par ça. Très bien. Bon, écoutez, il n'y a que moi que ça titille. Mais effectivement, après, sur le projet sportif, on a le droit de se poser aussi des questions. On rappelle juste que Monsieur Arnaud est un fan du Paris Saint-Germain depuis sa plus tendre enfance. Et que c'est peut-être aussi ça. Il se dit, il se fait un kiff. Il se rappelle ses idoles de sa jeunesse. En tout cas, voilà. Pardon, on a attaqué sur le PFC. Mais maintenant, on revient au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 face à Metz. C'était samedi. Vous l'avez vécu sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Doué, Barcola, Ramos, les trois que tu as alignés en attaque, les trois ont marqué. Ce qui est plutôt pas mal, ça arrive pas tous les matins. Le Paris Saint-Germain qui est passé leader grâce à nos amis de la semaine, c'est Monaco. Monaco qui s'est mis les doigts dans la prise électrique en moins de 9 minutes et qui a collé 3 buts à l'équipe de Lens. Et donc pour renverser Lens là-bas à Bollaert, 3-2. Et donc le PSG est leader, 54 points, meilleure attaque, meilleure défense. Et Lens est désormais à 2 points derrière. Lyon à 9 points et notre baromètre aussi, c'est de regarder où est Marseille. Et là, en fait, tu sais, c'est comme quand tu doubles une voiture sur l'autoroute et là, tu te dis, tiens, elle est toute petite, puis après, tu la vois plus. 14 points, Marseille, qui ferait bien de regarder, Rennes dans son rétro et Strasbourg aussi, parce que ça arrive très, très fort. Voilà, ça, c'était le point foot. Et il y a Lille aussi qui est en train de revenir. Les amis, on attaque avec le j'aime pas et on va attaquer avec toi, Jonathan, sur ton j'aime, s'il te plaît. Ou j'aime pas. Bah non, mais j'aime, c'est Désiré Doué. Et ce que j'avais pas aimé à l'époque sont les critiques autour de lui. Je sais que je vais un peu à contre-courant. Par
parce que moi, je n'ai jamais compris les critiques à l'égard de Désiré Doué. En tout cas, je comprenais les critiques, mais je trouvais que les critiques n'étaient pas bonnes. Quand on disait, oui, Désiré Doué, c'est un joueur qui doit simplifier son jeu, c'est trop compliqué, etc. Quand vous voyez son entrée contre Monaco, là, c'est après un mi-temps contre Metz, est-ce que vous trouvez que c'est un joueur qui a joué avec plus de simplicité? Non, c'est un joueur qui joue, qui tente des passes de l'extérieur du pied en profondeur, qui tente encore des passements de jambes, qui essaye de créer des différences, de frapper de loin quand il faut frapper de loin. Simplement, la différence, c'est que le ballon rentre, où il est décisif. Même, je rappelle Tu l'as pas trouvé un peu plus collectif quand même? Non, à face à chaque fois, Monaco où il mais non, mais vient- regarde contre le Sporting, par exemple, où il a été critiqué. C'est lui qui offre la passe décisive à Ousmane Dembélé, où il est à peine hors jeu. Contre Rennes, pareil, on l'a beau le critiquer, mais c'est lui qui fait une super passe pour Dembélé, qui est seul dans la surface et qui rate sa frappe. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, Doué, je pense que c'est un joueur qu'il faut prendre avec ses qualités comme ses défauts. La saison dernière, il n'était pas plus collectif, ou plutôt, quand je vois son entrée, enfin, c'est le même joueur, en fait. Je vois son entrée à Liverpool. Il avait surtout bluffé par le fait qu'il est rentré vraiment décontracté. Beaucoup disaient, on a l'impression qu'il joue au City à côté de chez lui parce qu'il ne se rend pas compte qu'on est en Anfield, un huitième de finale retour de Ligue des Champions. Pareil pour sa finale de Ligue des Champions. Il marque 2 buts, fait une passe décisive, mais il te fait des passes roulettes au milieu de terrain, il te fait des passements de jambes. En fait, c'est ça, Désiré Doué. Et quand ça passe, c'est exceptionnel. Et quand il est un peu moins bien et que ça passe pas, bah oui, c'est sûr que tu vois plus et c'est un peu plus frustrant. Mais il faut accepter le joueur comme il est et que l'objectif, je pense, de Désiré Doué à terme, c'est que ces matchs où il réussit justement à peu près tout, faut que ce soit constant, il faut que ce soit sur toute la saison et pas un match de temps en temps. Voilà, c'est ça ce sur quoi il faut travailler sur Doué. Pas vraiment sur le fait qu'il soit plus simple, parce qu'on ne demande pas à Doué d'être simple. Parce que Doué, c'est un game changer. C'est un mec sur une étincelle qui est capable de te mettre une frappe en lucarne, qui est un mec qui est capable de te faire une passe extérieure du pied en profondeur, qui va te chercher la différence. Je ne cherche pas à ce qu'il soit plus simple, je cherche à ce qu'il soit plus constant. En tout cas, ce qui est sûr, Alexandre, c'est que sa prestation, c'est 45 minutes. Alors, il a eu une toute petite alerte à la cuisse, si je me rappelle bien. Adducteur, pardon. Mais il a dit que c'était rien. Voilà, il a dit que c'était rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que après le match de Monaco, on attendait une confirmation. Voilà, il a fait voir que il était reparti sur des standards de je marque, je suis impactant dans l'équipe. Non, mais je suis totalement d'accord parce que en fait, ce style de joueurs-là qui sont très créatifs, très techniques et qui tentent beaucoup de choses, quand ils ont les stats, on dit qu'ils sont très performants. Mais sauf que si tu lui retires cette folie un peu qu'il y a dans son jeu, ça va plus être le même joueur. Et c'est pour ça que c'est un peu facile de critiquer des joueurs comme ça. Dès qu'ils sont un peu moins efficaces, et qu'ils statent un peu moins, on va tout de suite dire qu'ils sont moins performants. Alors qu'en vrai, non, c'est juste que ça réussit un petit peu moins. Mais cette folie-là, il faut qu'il la garde. En tout cas, la folie Désiré Doué, il est lancé, reparti aux avant-postes. Oui. Je me permets de rajouter un dernier truc, c'est que son but qu'il a marqué contre Metz, à la minute près, c'est le même geste qu'il a fait la semaine d'avant contre Rennes. Simplement, une fois c'est passé, une fois c'est pas passé. Et la fois où c'est pas passé, tout le monde est tombé dessus en disant c'est trop compliqué, c'est pas truc. Là, c'est passé, pas une critique, rien. Donc vous voyez, en fait, je vous dis, c'est une question d'efficacité. C'est une question juste de quand ça rentre, c'est bien. Enfin, il faut juste voir au-delà juste de s'il fait une passe décisive ou s'il marque un but. Il faut voir son jeu. Son jeu, c'est ça, comme ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Désiré Doué. Voilà, c'est tout. C'était juste le petit truc à rajouter. Il était tout chouin sur depuis Désiré des Doué. semaines, j'entends des choses sur lui. Ça m'exaspère. Après, moi, je vais te dire, sur l'antenne, je me suis agacé. Je me suis agacé sur ses prestations parce que je le trouvais. Moi, c'était le côté collectif. Voilà, j'avais envie de le voir un tout petit peu plus collectif et je trouve qu'à Monaco, il a simplifié certaines choses pour jouer un peu plus et être en connexion avec son équipe. Et là, quand il est comme ça, il est beau. Moi, je le trouvais très bien. Ilyes, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas au choix. Ce que j'ai aimé, moi, samedi soir face à Metz, on l'attendait, c'était la première titularisation de Dro. Oui. Donc, il n'a pas été élu homme du match, qu'on soit clair, il faut le dire. Mais j'ai vraiment apprécié sa première. On avait vu déjà des signaux très positifs lors de ses 2 entrées face à Marseille et contre Rennes. Donc moi, j'attendais vraiment de le voir démarrer un match et avoir vraiment un temps de jeu conséquent pour vraiment observer ce joueur. Il nous a pas surpris non plus. On savait que c'était un joueur très ami avec le ballon. Je pense qu'on l'a vu. Mais en fait, ce que j'ai relevé surtout, c'est le profil peut-être différent qu'il a par rapport aux autres milieux de l'effectif, dans le sens où je l'ai trouvé particulièrement créatif. Et dans cet effectif, j'ai pas le sentiment qu'il y a un milieu de terrain qui s'approche de ce profil, d'un joueur vraiment capable, enfin, d'un joueur dont la vocation première est
d'aller dribbler, d'aller provoquer, d'aller créer le surnombre dans la surface. Et ça peut vraiment être une clé dans la deuxième partie de saison des Parisiens, à condition bien sûr qu'il ait du temps de jeu. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé son match. Je voudrais aussi revenir sur ce qui a été sorti dans la presse, comme quoi il va devoir prendre du muscle pour exister, parce que c'est vrai, qu'on le veuille ou non, il a quand même eu du mal dans le combat physique face à Gbama, face à Traoré, les milieux messins. Et j'ai vu pas mal de gens critiquer ça, dire que non, pour un joueur comme Dro Fernandez, il faut qu'il reste assez frêle, assez fin pour garder son agilité, pour garder sa vivacité. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, c'est juste les demandes du football moderne qui veulent que maintenant les milieux de terrain surtout soient un peu plus épais, un peu plus costauds. Et Dro va devoir se plier à la règle. Et c'est peut-être ça, sa marge de progression à court et moyen terme. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment aimé son match. Je vais me retourner vers l'ancien joueur professionnel. Est-ce que toi, parce que moi c'est clair que quand je le vois, c'est vraiment El Flaco 2, quoi. C'est, il a le 27 dans le dos et c'est vraiment, il est vraiment menu. Est-ce qu'il va falloir qu'il s'épaississe un peu parce que la Ligue 1, il l'a même dit, je crois, au micro de Ligue 1+, Ouais. il est quand même allé dire, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça en Ligue 1. Enfin, il découvre que ça charbonne un peu. Ouais. Est-ce qu'il va falloir un peu se développer au niveau musculaire? C'est toujours le même problème avec ce style de joueur, c'est que s'il se développe trop, il va peut-être perdre un petit peu cette finesse technique, cette agilité, cette vivacité qu'il a. Donc je pense qu'après, voilà, c'est un travail à faire avec le staff et les préparateurs, à trouver le bon dosage qui fait que justement, il ne va pas exploser dans les duels et qui va garder toute son aisance technique. En tout cas, c'est un joueur qui t'a plu, toi, Jonathan, là, sur ses premiers... alors, niveau vitesse, alors effectivement, pas fâché avec le ballon, ça c'est clair, net, précis. Ouais, ça, on le savait. Niveau vitesse, il s'est quand même fait reprendre quelques fois. Niveau physique, il a pris quelques coups d'épaule. Tu sens que c'est à parfaire, que c'est un petit diamant qu'il faut polir, hein, Jonathan. Complètement. Je trouve que, en tout cas, c'est un joueur qui ne se cache pas. Déjà, pour un joueur qui a à peine 18 ans, qui a que quelques matchs en professionnel, c'est un joueur qui ne se cache pas, qui va dans la surface, qui va se proposer, qui tente des passes, des gestes techniques, ça marche pas, tant pis. Donc moi, j'aime beaucoup ça et je rejoins parfaitement Elias dans ce qu'il dit. Moi, je pense qu'effectivement, c'est bien qui se développe aussi physiquement, mais non pas que ça devienne une montagne de muscles, mais simplement juste être assez sûr sur ses appuis, comme un Neves, comme un Vitinha, qui ne sont pas non plus des monstres physiques, mais tu sens que c'est compliqué d'aller leur chercher le ballon quand ils sont dos au jeu ou qu'ils essaient de sortir d'un pressing. Et ça, pour le coup, c'est parfait. Il a vraiment le profil et les profils parfaits à ses côtés pour s'inspirer et pour se développer, parce que s'il arrive à physiquement, en tout cas, s'inspirer de ces deux joueurs-là, on a un super joueur, on a l'avenir au milieu de terrain avec Dro Fernandez, quoi. À voir et revoir, bien évidemment, Dro Fernandez dans les prochaines semaines avec le Paris Saint-Germain. On a appris dans les colonnes de l'équipe et dans certains journaux que le garçon avait déjà pris et s'était lancé pour ses cours de français pour apprendre au plus vite et pour pouvoir échanger avec ses petits camarades. Je lui propose la méthode. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient de se déclencher? Je ne sais pas. Eh ben, ça fait une amende, comme dans un vestiaire. Bam! C'était combien les amendes, Je m'en rappelle Alexandre? Tu t'en rappelles plus? T'en as pas pris? Non, sérieux, très sérieux. Ah, très sérieux? Ouais. Mais c'était cher, c'est ça? C'était cher, ouais. D'accord. Au vu de son Désolé. visage, je pense que c'était très cher l'amende du portable. Mais en tout cas, Alors, pas c'est de l'IA souci. qui s'est révélée. T'inquiète, je sais pas pourquoi, t'inquiète. alors, je suis désolé. En fait, t'es peut-être en train d'enregistrer. On ne sait jamais. En tout Désolé. cas, Dro Fernandez, oui, qui était en train d'apprendre le français pour apprendre le plus vite. Moi, je lui conseille d'avoir la méthode Marquinhos-Lucas, qui en fait avait appris très très jeune, à 18-19 ans, en se disant on est deux Brésiliens, il va falloir qu'on sorte, il va falloir qu'on aille faire la fête et qu'on rencontre un peu du monde. Voilà. Non, si, je te jure, ils se sont il vient motivés. d'arriver. Mais non, mais ils se sont motivés. Attends, mais c'est cool. Qui s'inspire de la méthode Vitinha plutôt Ça sort pas beaucoup. Attends, mais c'est regarde, très bien, il parle très bien. Marquinhos et Lucas, ça a été des bons garçons. C'est vrai. Et c'est pas non plus, voilà, ils ont. Mais tu sais que ça a fait boule de neige à l'époque. Mhm. C'est-à-dire que Marquinhos, ils se sont payés des cours, et en fait, c'est Thiago Silva qui leur disait mais qu'est-ce que vous faites avec vos cours? La prof de français venait au camp des loges à l'époque pour donner les cours, et en fait, Marquinhos a regardé Thiago Silva en disant ah, t'es capitaine, t'es même pas capable de parler un mot de français. En gros, il l'a chambré. Ah ouais. Et donc l'autre lui a dit tu sais quoi, je parlerai beaucoup mieux que toi bien avant. Et donc ils se sont lancés, et après derrière la dame venait quasiment tous les jours pour donner les cours, parce qu'en fait ils se sont tirés la bourre. Voilà, donc Je sais pas. voilà petit tip sur Dro Fernandez. Moi j'ai fait à l'époque Milan Skriniar il y a 2 ans un reportage sur ses cours de français.
Je t'ai jamais entendu parler en français. Voilà. Bon, très sympa, hein, Mian Skriniar, mais voilà. Il parlait français? Non, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais j'ai fait un reportage sur il apprenait le français avec Marco Asensio à l'époque. Les amis, on termine ce tour de table avec toi, Alexandre, sur ton j'aime ou ton j'aime pas. Moi, c'est un j'aime, c'est voilà, la bonne forme de Warren. Qui on voit que voilà, il a retrouvé de la régularité. Ça fait un moment là, depuis qu'il a retrouvé du temps de jeu. On sent que toute sa phase un peu compliquée, elle est derrière lui. Je l'avais trouvé lucide et très dur avec lui quand il avait fait son interview, son autocritique sur voilà, le moment difficile qu'il traversait. Et ça montre aussi toute l'exigence qu'il a envers lui-même. Et c'est pour ça que là, ça ne m'étonne même pas qu'il revienne aussi bien. Il enchaîne les matchs, il est solide. Et ça fait du bien et plaisir de voir un Titi retrouver son niveau. 30 matchs consécutifs ou 31 matchs consécutifs pour un Warren Zaïre-Emery que tu peux mettre à droite. Là, il était quand même à la place de Vitinha. Et il a pris le costume, pas de problème. Je vous fais du Vitinha, vous voulez du Vitinha. C'est fou, yes. Samedi, il était au-dessus de la mêlée, très clairement. Ouais. Dans cette équipe un peu remaniée de Luis Enrique entre les deux matchs contre Monaco, en fait, lui, il s'est installé au milieu. Quand Dro Fernandez et Kanginli avaient un peu de mal à récupérer le ballon, les gars, vous inquiétez pas, je suis là, je m'interpose, je vais récupérer, je vais orienter. Et ouais, comme tu l'as dit, dans ce poste de numéro 6, dans l'abattage, dans l'agressivité, mais aussi dans l'orientation du ballon, dans la maîtrise du tempo, ça a été un récital, surtout sa première période. C'est pas par hasard qu'il a été titulaire alors que Vitinha a été remplaçant pour ce match. Il est devenu indispensable et moi je m'interroge, est-ce que sur cette saison, on n'a pas un Warren Zaïre-Emery qui est le joueur le plus régulier du PSG en fait? Et je pense que oui, tout simplement. Il est impressionnant. Alors, tu vois, faut aller loin pour chercher des matchs où il s'est vraiment foiré. Le match à Marseille, je me souviens du match à Marseille où il se crache. Mais pour le reste, il n'y a pas entre grand-chose. la régularité et la fiabilité du jeune, on rappelle son âge, 19 ans encore. Ouais. Donc tu disais juste avant l'émission, on a l'impression qu'il a eu 1000 vies alors qu'il a que 19 ans. C'est totalement ça. C'est Jonathan qui disait ça. Et justement, je me retourne à Jonathan parce que la pièce est lancée. Mais franchement, moi, en équipe de France, j'en vois pas beaucoup au milieu de terrain qui peuvent le concurrencer vraiment. Hein. Et moi, c'est ce que je vous ai dit avant l'émission. Moi, honnêtement, le match qu'il fait contre Metz, je vais pas mâcher les mots, je trouve que c'est un match exceptionnel. Franchement, dans ce qu'il a apporté, dans sa qualité de lecture du jeu, son apport physique et tout, je l'ai trouvé exceptionnel. Et honnêtement, c'est son meilleur match depuis 2023, juste avant sa blessure avec l'équipe de France à la cheville. Je l'ai trouvé sensationnel dans ce match. Et franchement, c'est vrai que il y a 2-3 semaines, quand j'étais venu la dernière fois, j'avais dit, bon, avec le retour de Fabien Ruiz, on va retrouver les choses en place, Fabien va retrouver sa place au milieu. Bonne chance à Fabien de retrouver sa place au milieu, parce que là, si Warren il monte en puissance comme ça sur la deuxième partie de saison, ça va être très très dur d'aller chercher, et à la bonne heure, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est une très bonne chose pour le PSG, c'est un autre profil de jeu, et je suis vraiment content pour lui, parce que il n'a pas baissé les bras, il a eu une année 2025, alors que le PSG a été exceptionnel, compliqué vraiment pour lui, et il est revenu, et là il est à ce niveau-là, je retrouve le niveau d'il y a 2-3 ans. Chapeau à lui, franchement bravo. Justement, pour terminer sur Warren et revenir vers toi, Alexandre, mais un garçon comme lui, là, sur l'équipe de France, toi tu le vois ou Oui. Mais parce que là, pour l'instant, il a fait le gentil accompagnateur avec Didier Deschamps et on lui a dit tu bouges pas, mais sauf que là, vu ses prestations, il a le droit de rêver d'être au milieu de terrain ou à droite, après comme il veut, mais Bien sûr, là, il peut être appelé tous les jours, franchement, pour moi. Avec sa régularité. Tu le connais un peu. Oui. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce que tu vois là maintenant de lui? Déjà, à l'époque, c'était sa maturité. Parce que c'est vrai que quand il a été lancé, tu avais déjà l'impression que, comme tu disais, il a eu 1000 vies. Tu avais l'impression qu'il avait déjà une centaine de matchs en Ligue 1. Après, voilà, c'est ça aussi. Il a eu quand même énormément de choses à gérer en peu de temps. Quand il a commencé, il n'avait que 16 ans. Il avait son bac. Il a eu l'Euro. Sa prolongation de contrat, ça fait quand même beaucoup pour un jeune joueur. Donc, même s'il a toute la maturité du monde, qu'il est bien entouré, qu'il est exigeant avec lui-même, ça fait un poids. Je pense qu'à un moment donné, c'était peut-être un trop gros poids pour lui. Et on l'a vu sur le terrain, il était moins bien. Mais on pouvait voir aussi que quand il jouait, il avait des petits gestes, quand on le connaît, qui n'étaient pas les siens. Des gestes de frustration, d'énervement, parce qu'on sentait qu'il n'était pas à son niveau. Il le savait, il était lucide, comme j'ai dit, par rapport à l'autocritique qu'il a fait de lui. Et tout ça, mine de rien, fait partie de son apprentissage et ça va lui servir pour les années à venir. Et je pense que là, maintenant, comment il est parti,
À mon avis, l'équipe de France lui tend les bras pour de longues années. Hein. Oui. Bon, moi je connais beaucoup moins bien Warren Zaïre-Emery qu'Alexandre, mais en fait oui, c'est complètement ça, c'est sa maturité qui est impressionnante. Je connais très peu de joueurs qui acceptent le constat de se dire ok, je suis moins bien, je vais redescendre d'un étage, je vais retourner en équipe de France Espoir pour retrouver de la confiance. Lui, c'est ce qu'il a fait, il s'est réfugié dans le travail et au final, il est revenu avec toutes ses capacités au plus grand bonheur du PSG et du sien, parce que là maintenant, comme tu l'as dit, pour moi, il est indispensable dans la liste des Bleus de cet été. En tout cas, une chose est sûre, un jour on se posera la question du contrat à vie pour Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, mais en tout cas, c'est marrant, je le vois nulle part ailleurs que de continuer sa carrière au Paris Saint-Germain. Paris FC. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors là, tu m'as perdu. Là, je vais te dire un truc. Là, si c'est pour le retrouver au PFC, ça ira pas du tout. Voilà pour le j'aime pas. On va attaquer avec un garçon qui a été titulaire aussi sur la rencontre de c'était samedi face à Metz avec cette victoire. Juste, on l'a pas dit quand même, parce qu'en plus, pour terminer sur Warren, alors je sais, j'ai sa tasse. Voilà, j'ai son numéro 33 avec ma petite tasse, mais juste rappeler quand même, passe décisive de Maboul. On n'en a pas parlé, mais sa passe décisive pour Désiré Doué, elle est quand même exceptionnelle. On revient à Kangin Lee et j'aimerais un petit peu vous entendre sur Kangin Lee. On s'est posé la question et en préparant les débats avec Romain Bédouc, on s'est dit il faudrait quand même qu'on parle de Kangin Lee parce que finalement toutes ses entrées sont bonnes et là en tant que titulaire il a fait le taf un peu bien sécurisé par un Warren derrière. Est-ce que pour vous finalement Kangin Lee est le remplaçant parfait au Paris Saint-Germain, le garçon qui, quand il rentre, est bon, quand il est titulaire, c'est pas mal non plus. Il a pas fait de très mauvais matchs, il a fait des matchs moyens, mais jamais de très mauvais matchs. Pour vous, les garçons, est-ce que Kangin Lee est le remplaçant parfait ? Je trouve qu'il y a une maturité chez lui qu'on voit un peu chez Warren, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui étaient en difficulté aussi sur la fameuse épopée 2025 où Lee Kangin, on voyait même, il jouait même plus à la fin de la saison, mais un peu à l'image d'un Warren. Et je trouve que l'un et l'autre se sont remis au boulot, sont remis en question, et aujourd'hui. Chacun leur rôle en tout cas, tu vois tout de suite leur rapport et le pourquoi du comment ils sont dans cet effectif et pourquoi Paris voulait absolument les conserver. Et Lee Kangin, c'est pareil, je trouve que quand il rentre, sa technique fait la différence. Il est souvent aussi décisif. Je me souviens de son entrée contre le Bayern, où il fait une passe décisive pour Joao Neves. Donc c'est un joueur qui gagne en tout cas sa place à être dans l'effectif du PSG. Une place de titulaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a encore quelques mois, on aurait pu se dire, bon, Lee Kangin dans cet effectif du PSG, il n'a plus trop sa place, mais là, je trouve que vraiment, c'est un joueur sur qui tu peux compter, quoi. Garçon, Ilyes en plus, qui en tout cas, a eu un appel du pied de l'Atlético Madrid pendant cet hiver-là, ou en tout cas, les Espagnols, la presse espagnole annonçait... voilà. C'est ce qu'il dit. Et donc, le PSG a dit... Niet, on ne le fait pas partir. Ce qui veut quand même dire que dans la tête de Luis Enrique, il est le joueur hybride et parfait pour ou rentrer ou être titu. C'est surtout ça. Complètement d'accord avec Jonathan, mais j'ajouterais sa polyvalence. Parce qu'on l'a vu beaucoup rentrer à droite ces dernières semaines. Samedi, il était aligné au milieu de terrain dans une position de relayeur. Et moi, j'aime beaucoup dans ce rôle. Je préfère là. Ouais, j'aime bien avec sa qualité technique. Il sait garder les ballons, son pied gauche pour lancer les ailiers. Enfin, c'est aussi, encore une fois, un joueur différent qui peut être aligné au milieu de terrain. Je mets quand même une petite limite sur Kangin Lee, dans le sens où en Ligue des Champions, face à des gros adversaires, je peux imaginer qu'il a peut-être un plafond de verre et ne pas être ce super sub game changer capable d'adresser une passe décisive. Tu parlais de la passe décisive qu'il a faite en Ligue des Champions face au Bayern. C'est sa seule goal contribution, donc but ou passe décisive en Ligue des Champions jusque-là. Je le vois encore peut-être franchir un cap, mais j'ai quand même des réserves sur Kangin Lee, notamment dans les très grandes affiches. Est-ce que c'est le bon remplaçant, Alexandre ? Est-ce que c'est le garçon parfait pour un club finalement, pour une équipe qui a besoin aussi de ce profil. C'est notre gros défaut à une certaine époque au Paris Saint-Germain, c'est qu'on avait 11 joueurs, puis après tous ceux qui étaient sur le banc, c'était ou certains qui faisaient un peu la tête, qui voulaient être absolument titulaires, ça matchait pas, alors que là, lui, il rentre, il fait le boulot. Moi, je pense que le mot, tu l'as dit, le côté hybride, c'est vrai que, alors voilà, quand il rentre, moi je le vois beaucoup plus sur le côté droit. À chaque fois qu'il rentre, et c'est vrai que ses rentrées, il met beaucoup d'envie.
il est très impliqué et son style de jeu quand il rentre dans des équipes qui forcément ont peut-être un peu moins de lucidité, des défenses un peu plus fatiguées, eh ben, on voit que voilà qu'il est décisif, il est quand même je parle plus en Ligue 1, capable de mettre des buts et des passes importantes et je pense que voilà le faire rentrer comme ça dans des matchs, il peut te déclencher quelque chose parce qu'il a une qualité technique qu'on peut pas lui enlever, il a une super patte gauche et il a cette capacité à rentrer très souvent pour justement frapper au premier poteau. Ça a marché contre Marseille d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est le joueur sur lequel tu peux t'appuyer justement quand tu as besoin de faire rentrer quelqu'un qui peut te déclencher quelque chose. Tout à l'heure, je t'entendais pendant que je disais Elias, moi je l'aime bien au milieu de terrain. Toi, tu le préfères sur ce côté droit Moi, je l'aime bien sur ce côté droit parce que justement, il a cette capacité à rentrer très facilement sur son pied gauche. Et maintenant, les équipes adverses savent qu'il a un très bon pied, qu'il est capable d'enrouler ou de fermer sur le premier poteau. Donc ça peut créer aussi des espaces pour les adversaires. Et il a la qualité de passe pour mettre sur orbite les attaquants. Par contre, on sent vraiment que dans la tête de Luis Enrique, joueur impactant en Ligue des Champions, mais fin de match, il n'a pas fait une titularisation en Ligue des Champions. Ça, il n'a pas le droit. Hein. C'est compliqué. Hein. Voilà, il ne rentre pas dans le 11. Il est 12, il est même 13, parce que si on met Warren... Mais il en faut. Bah oui. C'est pas plus mal, hein. Enfin, moi, je trouve ça bien justement que des joueurs, t'as des joueurs, c'est. Alors, est-ce que ça se garde longtemps des joueurs comme ça? Je sais pas, mais moi je trouve que c'est comme. Parce que 25 ans quand même. On en parlait, alors même si ça n'a rien à voir, mais vous allez voir, je vais faire le lien tout de suite. C'est comme en basket, en NBA, c'est-à-dire que voilà. On va faire le lien. Mais 30 minutes pour avoir la première référence basket. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que il y a les 5 titulaires et il y a des joueurs qui sortent du banc. Et en fait, tu as parfois des joueurs, il y a même un trophée qui s'appelle 6e homme de l'année, donc c'est le meilleur remplaçant qui est élu. Et donc, en fait, il y a d'abord les 5 qui commencent et surtout des 5 qui terminent des matchs. Et là, c'est pareil pour le foot, c'est-à-dire que aussi Luis Enrique, il faut qu'il pense ses équipes en fonction du quel est le meilleur 11 pour démarrer un match et quel est le meilleur 11 pour terminer un match. Et je pense que Lee Kang-in, il le voit plutôt comme un joueur qui peut-être, sur une fin de match, peut plus t'apporter que sur un début de match. Donc c'est ça aussi, c'est aussi cette pensée-là peut-être qu'il a envers Lee Kang-in et à chaque fois, ce qui est vrai, quand il rentre, il est toujours bon et il est toujours efficace. Enfin, je trouve qu'il apporte toujours quelque chose, quoi. On a 3 garçons qui rentrent là-dedans. Si on devait faire un espèce de classement, on a Barcola, on a Warren. Alors Warren, avec l'absence d'Achraf, avec Fabian qui est blessé, il est toujours titulaire. Mais c'est aussi pour certains et pour beaucoup un remplaçant, un remplaçant. Donc Kang-in Lee et Barcola, ces 3-là sont vraiment important. Gonzalo Ramos. C'est vrai. Gonzalo Ramos qui, même quand il est titulaire contre Metz, met son but en fin de match. Oui, c'est vrai. Alors que le début de match était plus compliqué. Mais pour en revenir à Kang-in Lee, je suis complètement d'accord sur le fait que Luis Enrique le voit sûrement comme un joker qui peut apporter quelque chose, du dynamisme, de l'envie, de la vitesse dans les 15 ou 30 dernières minutes. La question est-ce que ça convient à Kang-in Lee? Et s'il l'accepte, comme Gonzalo Ramos accepte son statut, comme il le dit publiquement, et ça lui convient. Est-ce que c'est la même histoire pour Kang-in Lee, d'avoir un temps de jeu réduit et d'être cet impact player? Pour moi, c'est toute la question. On est quand même sur le ballon d'or asiatique. On est sur un garçon qui a un statut au pays et dans la région Asie qui est beaucoup plus important que le statut qu'on lui donne au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça. Après, je pense que si ça lui convenait pas, tu le verrais tout de suite dans ses entrées aussi. Parce que franchement, dans toutes les entrées qu'il fait, il a quand même, il met beaucoup d'envie. Et peut-être que d'un côté, il vaut mieux être un super sub entre guillemets au Paris Saint-Germain qu'être un titulaire dans une équipe qui joue moins les 2 titres. Et Luis Enrique en avait parlé il y a quelques semaines en conférence de presse. Il avait dit Kang-in Lee, c'est un joueur de très grande qualité, mais c'est difficile de s'imposer dans cette équipe. Il a eu des blessures, il a parfois manqué un petit peu de régularité. On parle quand même du 11 de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Ah oui, donc très compliqué de s'imposer dans cette équipe. En tout cas, il est en contrat jusqu'en 2028. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, et on doit aussi peut-être voir des choses qu'on ne voit peut-être pas, quand un club comme l'Atlético Madrid s'intéresse à ce type de joueur, c'est bien qu'il y a des qualités qui intéressent à tous les étages. Et ça répond aussi à ta question de tout à l'heure. Qui était dessus il y a un an, il y avait eu des rumeurs. Un an et demi. Mais ça répond aussi à ta question que tu posais avant, c'est que justement, conscient qu'il y avait un intérêt de l'Atlético Madrid, Lee Kang-in a décidé de rester. Et en plus de ça, il serait sur des négociations pour une prolongation.
Donc ça montre qu'en soi, et son rôle ne lui déplaît pas tant que ça. Et puis surtout que lui, je pense qu'il a de l'ambition. Il se dit, OK, je vais aller chercher ma place petit à petit. Et je suis persuadé qu'à un moment, je vais pouvoir la trouver. Et pourquoi pas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, j'ai envie de dire. Chouette, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que tu as quand même un certain nombre de joueurs qui, tu sais, quand ils rentrent, ils vont pas te décevoir. Et je mettrais quand même là-dedans, alors parfois il a pu péter un peu des câbles, mais c'est Lucas Hernandez qui, je trouve quand même, à chaque fois qu'on fait appel à lui, À ces derniers temps, c'est pas mal. je trouve que vraiment c'est pas mal. Et même en début de saison, je me rappelle son match contre le Barça, son entrée en jeu avait été très bonne. Il avait été en plus face à Lamine Yamal, donc bonne chance, mais il avait été bon. Honnêtement, Lucas Hernandez, quand il n'y a pas ce moment où il pète un peu un plomb en fin de match et je comprends pas trop pourquoi Le coup de coude, il doit quoi. mettre Voilà, son coup de coude, mais sinon ça fait partie de ces joueurs justement quand il rentre. Bon, je me dis c'est une bonne entrée, ça va. C'est un bon joueur, ça va. Il n'y aura pas un impact négatif sur l'équipe en tout cas. Et vous avez vu dans le débrief, on n'a absolument pas parlé d'Ilias Zabarni et de Lucas Beraldo, qui n'ont pas été mauvais. Peut-être fait leur meilleur match ensemble de la saison. C'est vrai. On peut le dire. C'est vrai. Zabarni, je veux bien. Beraldo, le départ, il était en mode Zabarni où il n'arrêtait pas de pousser les mecs. C'est pas possible. On a été tellement habitués à Thiago Silva, Marquinhos, qui mettent les mains dans le dos et qui ne touchent pas les joueurs adverses. Dès que tu vois ça, t'es là, mais ils vont arrêter. Bref, ça c'est un autre débat, les amis. On va en tout cas dans quelques instants se faire une petite pause. Je vous rappelle que le prochain match pour le Paris Saint-Germain, c'est en championnat. Ce sera face au Havre. Le Havre qui est allé perdre du côté de Nantes ce week-end. Le Havre qui est au milieu de tableau, milieu de classement. Mais avant, il y a le match face à Monaco. C'est en Ligue des Champions. C'est le barrage retour. Pour l'instant, le barrage retour, on va en parler dans un petit quart d'heure. La petite pause et ensuite derrière, on va mettre le nez dans les contrats. On va voir un petit peu ce que ça donne. À tout de suite. En 2003, la famille Flactif est tuée dans son chalet du Grand Bornand. Dans cette affaire qui a bouleversé la France, c'est la science qui a permis de faire éclater la vérité. Découvrez les témoignages inédits des experts qui ont fait parler le chalet dans 2 épisodes exceptionnels de Crimes et témoignages. La série de podcasts d'ici. Affaire Flactif, les experts qui ont fait parler le chalet. À écouter dès maintenant sur la plateforme Radio France et sur l'appli ici. 100% PSG, la tribune. Ilyes Peters, Alexandre Letellier et Jonathan Mensaloun sont avec nous pour cette tribune 100% PSG que vous retrouvez sur YouTube mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Je pense à Spotify, je pense à, je sais plus, iTunes, tout ce que tu veux, Deezer. Bref, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, les petites étoiles, les petits commentaires et aussi les pouces, les likes et de vous abonner à notre chaîne YouTube qui va passer très tranquillement les 8000 abonnés. Objectif 10 000 pour... J'ai fixé ça à la bande pour le mois d'avril. Voilà, comme ça au moins, juste avant la fin de saison, pour le titre de champion de France. Oui, je l'annonce, titre de champion de France. Voilà, c'est comme ça. Pour le Paris Saint-Germain, un nouveau titre. En tout cas, on a Lens qui pousse derrière. Juste tour de table ultra rapide. Est-ce que ça vous a surpris cette équipe de Lens qui se met les pieds dans le tapis? Elle mène 2-0. Et là, plus de son, plus d'image. Monaco qui leur colle 3 buts en 9 minutes. Oui, moi ça m'a complètement surpris, surtout que j'étais en chemin pour aller au Parc des Princes. Je regardais le match juste avant, je vois que le RC Lens mène 2-0, donc je me dis bon, c'est pas ce week-end que le PSG va reprendre la tête, Lens tient son rang. J'arrive au Parc des Princes, je regarde les notifications. Merde, il y a eu un problème avec les bouches. Il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Donc non, ouais, vraiment très très surpris. Et le PSG en a parfaitement profité. D'ailleurs, Luis Enrique avait dit qu'ils n'avaient pas pu regarder le match non plus, eux, mais qu'ils avaient quand même regardé le début et qu'ils avaient été impressionnés par encore le début de match de Lens. Mais oui, moi, je m'attendais vraiment pas à cette remontée de Monaco. Non. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Moi, il y a des petites choses qui... Alors, j'habite pas très loin du Parc des Princes. Je vous dirai pas où, mais j'habite pas très loin du Parc des Princes. Donc, je vais au stade à pied pour travailler. Et donc, d'habitude, je pars à 18h30. Et là, voyons Monaco mener, je me suis dit, enfin, en tout cas revenir à égalité, je vais aller au bout du truc, voilà. Et en fait, j'ai vu certains signes de nervosité chez certains Lensois et des garçons comme Thauvin en train d'essayer de dire à certains joueurs, mais calmez-vous, arrêtez de craquer, arrêtez de vous énerver. Je pense que dans le sprint final, là je me retourne vers l'ancien joueur, je suis pas sûr qu'ils aient les armes pour tenir sous pression. J'ai été surpris aussi de justement voir qu'ils craquent comme ça en fin de match, parce que bon, depuis le début de la saison, quand même, ils montrent une solidité, une régularité, et puis là en plus à domicile.
Mais comme tu le dis, jouer un titre, à un moment donné, quand les matchs commencent à être un peu plus compliqués et que il faut être très très solide pour gagner les points, des fois, voilà, t'as pas tous les joueurs qui peuvent tenir cette pression-là. Et quand tu vois un mec comme Thauvin qui justement, avec toute l'expérience qu'il a, commence à dire à ses coéquipiers de se calmer, c'est que lui-même doit ressentir qu'il y a de la nervosité et que dans ce sprint final, va falloir avoir les reins solides. En tout cas, leur gardien aussi du côté de Lens. Ce que j'allais dire, effectivement. Le gardien Risser qui craque alors qu'il y avait la pression, qu'il y avait même potentiellement l'équipe de France. En tout cas, on allait l'observer pour l'équipe de France. J'imagine que ça joue aussi. Forcément, ça doit jouer. Alors après, je vous dis la vérité, j'ai vu que les notifs, j'ai pas vu les buts ni rien. Il a pas été, il est pas exemple net, de tour ouais, proche. il est pas net sur au moins 2 buts. Ouais, voilà, Il y avait Rabiot, il y avait Franck Rabiot qui était dans les gradins pour le voir. C'est sûr que quand tu as l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France qui vient t'observer, et puis en plus dans un match aussi important, à un moment donné, peut-être que voilà, c'est lourd à porter et que la pression elle se fait encore plus ressentir. En tout cas, le Paris Saint-Germain affrontera Lens. On a le temps, ce sera en avril. Il y aura une séquence qui va être assez sympa avec un Lens-Lyon. Ça va se suivre. Bon, après, derrière, c'est piste verte. Je me permets, c'est Lens, Lyon et entre les deux, le quart de finale de Ligue des Champions. C'est ça. Ouais. On va s'amuser. C'est sportif, de toute façon. Voilà, bien manger, bien dormir. C'est le vieux conseil d'un sage qu'on a connu au Paris Saint-Germain. Je le conseille aux joueurs du PSG avant cette séquence. Pour l'instant, on va parler contrat dans et prolongation surtout dans cette tribune, puisque on a appris hier, tout d'un coup, tout s'est un petit peu ébranlé. C'est un peu parti dans tous les sens sur les prolongations de contrat. On a déjà appris une première prolongation, c'est celle de João Neves. Alors, on rappelle une chose désormais, au Paris Saint-Germain, il n'y a plus d'annonce officielle pour les prolongations. Ils veulent attendre que tout le monde est prolongé et après faire une annonce globale devant le Parc des Princes, comme ils l'ont fait l'an dernier. Bon, très bien, c'est un choix, pourquoi pas. Mais quand même, les échos sont favorables. On a eu Pacho, qui a signé il y a quelques semaines, voire plusieurs mois, qui a prolongé jusqu'en 2030. Et donc hier, on a João Neves qui nous a fait une Verratti, on appelle ça dans le milieu. Il prolonge d'1 an par 1 an pour aller chercher tranquillement. Donc là, il a repris une année de contrat et donc là, il est jusqu'en 2030 avec le Paris Saint-Germain. Ilyes, bonne nouvelle. Ça, c'est un dossier important, ficelé, d'un cadre. Oui, très bonne nouvelle. João Neves, qui, malgré son arrivée assez récente au PSG, a prouvé qu'il méritait cette prolongation. Le Paris Saint-Germain veut le boucler jusqu'en 2030. Il n'y a aucun joueur dont le contrat court après 2030, donc dans l'effectif. Donc il le boucle et ouais, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle aussi. Ouais, exceptionnel même. C'est un des milieux les plus recherchés. Enfin, en tout cas, avec Vitinha, de toute façon, ça fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Et vraiment sécurise-les, vraiment boucle-les les deux. Il faut qu'ils fassent toute leur carrière au Paris Saint-Germain, à la manière de Xavi, Iniesta. Moi, je signe tous les jours. Donc oui, vraiment, j'ai vu ça hier comme une excellente nouvelle. Je ne sais pas si on se rend compte quand même que, quand tu le dis, la Xavi, Iniesta, Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, la prolongation, il y a un accord qui a été... ils ont trouvé un accord. Ça n'a pas encore été acté, signé, mais lui aussi va prolonger. On est bien là, Alexandre, au milieu de terrain. Ce milieu, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur milieu du monde. De tous les clubs européens, t'as pas mieux. Ils sont tous complémentaires, ils savent les rôles qu'ils ont à jouer. T'en sors un, t'en mets un autre, ça va faire le boulot. Franchement, sorti de la Ligue des Champions l'année dernière, à aucun moment tu te dis j'en sors un et je recrute ailleurs. Parce que les trois, voire 4, ils jouent tellement bien ensemble que franchement, là, aujourd'hui, si tu arrives à les blinder pour 10 ans, tu as ton milieu de terrain pour je sais pas combien d'années. T'es tranquille, en tout cas. Puis si Neves nous fait une Verratti, donc hop là, tous les ans, il prolonge et il fait un petit gap financier. Ça a marché pour Marco. Il a fait ça très très bien tous les ans. J'adorais en fait, t'attendais le communiqué. La prolongation de Marco Verratti, ça passe. En revanche, dans les dossiers, on a commencé aussi à parler de Seny Mayulu. Seny Mayulu qui, d'abord,
je voulais juste te dire que Joao Neves, l'information a été sortie par nos confrères du Parisien et on a commencé à avoir des échos que Seny Mayoulou, par contre, ça coincé avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le Paris Saint-Germain, selon des informations que nous pouvons vous donner, le Paris Saint-Germain a donné et a fait une proposition de prolongation pour aller jusqu'en 2030 pour Seny Mayoulou, donc une prolongation de 4 ans pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, problème, le joueur, voilà, qui a évolué une 72 fois avec le sous maillot du Paris Saint-Germain, ne veut pas prolonger au tarif proposé par le PSG, cette fameuse grille salariale, la nouvelle grille qui est mise en avant par Luis Campos. Il ne veut pas, en tout cas, selon en tout cas nos informations, c'est vraiment que le club a la volonté de poursuivre avec Seny Mayoulou, c'est vraiment une volonté. Mais du côté de Seny Mayoulou et du côté de son entourage, on demande beaucoup, semble-t-il, d'argent et ça ne rentre plus dans la grille salariale. On est, si on regarde un petit peu sur la grille tarifaire, il voudrait se rapprocher des garçons comme justement Joao Neves ou même un Warren Zaïre-Emery, ce qui semble complètement fou, surtout qu'on rappelle que le Paris Saint-Germain a donné beaucoup à l'époque pour Warren. Donc tout semble un petit peu, pas dire flou, mais en tout cas ça tend le Paris Saint-Germain, le PSG, qui d'ailleurs déplore. Il nous a même un peu expliqué. Alors le mot, je trouve un peu fort, ingratitude, mais on trouvait que le Paris Saint-Germain essayait de faire beaucoup pour les jeunes et que ça ne marchait pas. Voilà pour les infos. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis autour de la table sur le cas Seny Mayoulou. Est-ce qu'il faut tout faire pour le... Parce qu'il est en contrat jusqu'en juin 2027, IS, on le rappelle. Et on rappelle que Luis Campos, son truc, c'est pas de lâcher maintenant les joueurs. Tu pars pas gratuitement. Donc là, on arrive à un point important de fin 2026, fin juin 2026. C'était dès le début de saison l'un des dossiers prioritaires. De toute façon, bien avant Joao Neves, bien avant... peut-être même avant Fabien Ruiz, qui a un âge plus avancé, mais le dossier Mayoulou, fin de contrat en 2027, c'était un élément clé de la saison. Donc voilà, force est de constater qu'on est en février et que ça bloque, comme tu l'as dit. L'entourage, oui, j'ai les mêmes échos que toi, comme quoi l'entourage aurait des demandes assez élevées et qui se rapprocheraient des salaires actuels de Neves et de Warren Zaïre-Emery. Donc il faut savoir, comme tu l'as rappelé, que au PSG, il y a un salaire fixe qui est proposé, et ensuite une part de variable qui sort en fait en fonction des performances, en fonction du nombre de matchs, etc. Donc pour Seny Mayoulou, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ça coince. T'as dit que c'était au point mort hier, il me semble. Ouais, tout à fait, ça l'est. Ouais. Donc pour l'instant, c'est au point mort. Juste rappeler, parce qu'on est très complet et très transparent, de l'autre côté, il y a un autre son de cloche. Nos confrères de RMC, eux, de leur côté, annoncent que c'est pas une histoire d'argent, qu'il n'y a rien niveau argent, que tout va bien se passer niveau financier. Alors, je n'arrive pas à comprendre là où ça achoppe, si c'est pas le côté financier, et que le garçon veut absolument continuer avec le Paris Saint-Germain, mais que des grands clubs, semble-t-il, commencent à tourner autour du profil du prospect qu'il est, avec 70 matchs chez les pros, ça commence à devenir intéressant. Un joueur qui se montre dans l'effectif champion d'Europe, qui joue autant cette saison, qui a que 19 ans, qui est international espoir français, ça a de la cote. J'ai pas d'infos particulières sur les clubs qui pourraient être intéressés. Mais en tout cas, c'est un dossier sur lequel le PSG et le clan Mayoulou devraient accélérer parce que l'échéance arrive bientôt et c'est une priorité et c'est un tournant dans la carrière du joueur. En tout cas, ce serait quand même un mauvais coup de perdre un Mayoulou parce que tu as travaillé dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jonathan, le Paris Saint-Germain laisse de la place, Luis Enrique laisse de la place aux jeunes. Si c'est pour qu'ils partent après un an et demi ou 2 ans. C'est le discours en plus de Luis Campos qui à chaque fois répète à longueur d'interview que l'objectif c'est vraiment de développer l'académie, qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui viennent du centre de formation du Paris Saint-Germain dans l'équipe première. C'est vrai qu'il y a ce truc un peu d'urgence, parce qu'il lui reste 1 an et demi de contrat et comme tu l'as dit très bien Bruno, c'est que Luis Campos il n'aime pas ça. Ouais, c'est pas son truc de laisser des contrats et je pense que l'expérience lui a montré qu'effectivement laisser 1 an de contrat et ne pas prolonger quelqu'un, ça a eu quelques petites conséquences. Donc je pense que c'est un dossier dont on va beaucoup parler là dans les prochaines semaines parce que soit ça se décante et ça se prolonge, soit il faudra pas être surpris si Seny Mayoulou
si rien, en tout cas, se passe, moi, je Le pense que PSG veut vraiment le garder. moi, hein. ce que C'est j'allais vraiment dire, une priorité. moi, je pense que des deux côtés, les priorités de chacun, visiblement, de ce qu'on entend à droite à gauche, c'est de continuer ensemble. Mhm. Donc, je pense qu'à un moment, ça va peut-être, voilà, là, comme tu l'as dit, c'est au point mort. Là, on mais il y a est eu sur de la plein crispation. Là, j'ai voilà, l'impression. c'est ça. Il y a eu plein de dossiers comme ça a toujours existé, où c'est au point mort, et puis ils se retrouvent, on essaie de trouver un terrain d'entente, et après on continue ensemble comme c'est dernier été. Enfin, on se rappelle la saison dernière avec Nuno Mendes. Puis finalement, en quelques jours, quelques semaines, ça s'était décanté. On peut imaginer même issue, mais il va falloir que ça accélère, ouais. On a un homme qui négocie et a négocié des contrats. Et il en sourit de nos réflexions. Est-ce qu'on est dans une partie de poker, là, Bah Alexandre? oui, je pense totalement. Ouais. Là, ouais, il y a beaucoup de spéculation, c'est dur de dissocier le vrai du faux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais quand il y a des négociations de contrats comme ça, c'est toujours, c'est un jeu en fait. C'est un jeu à celui qui va lâcher en premier. Quel regard tu portes, toi, sur le fait de cette grille salariale, tu vois, de cette nouveauté au Paris Saint-Germain? Un peu détaché, bien sûr, mais quel regard tu as là-dessus? Est-ce que c'est une bonne chose pour un club qu'on essaie de structurer un peu mieux peut-être les salaires Bah, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour justement beaucoup plus structurer les choses, qu'il y ait beaucoup moins d'écart aussi salarial. Parce que c'est ça vrai joue dans un vestiaire? On se regarde un peut-être peu. à un moment donné, ouais. quand il y a justement des prolongations et que tu sais que ton concurrent ou un autre joueur dont tu es proche du niveau a 2 fois ton salaire, bah forcément ça peut peut-être créer un peu des tensions à un moment donné quand ils vont dans le bureau, dire pourquoi lui il gagne ça et moi ça. Donc là, quand aujourd'hui ils savent que voilà il y a un plafond fixe et après c'est que des variables. Bah, au moins, ils sont au courant et ils savent que dans les négoces, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Donc, je pense que pour le club, ça facilite les choses. Après, pour les joueurs, bah, voilà, il y a peut-être des mécontents de cette nouveauté, mais c'est comme ça et ça changera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a bien compris. Avec le dossier Donnarumma, on a compris que porte fermée. Enfin, c'est pas Mayoulou va devoir revenir à la raison avec ses proches, ou sinon il va falloir trouver une solution. J'allais faire cette comparaison-là. Il y a beaucoup il y a beaucoup de similarités entre le dossier Mayoulou cette année et le dossier Donnarumma l'an passé. Donc l'an passé, il y a eu des négociations avec le clan Donnarumma pendant toute la saison. Ils sont arrivés à l'été, il n'y avait pas d'accord. Les exigences du joueur n'étaient pas celles du club. Donc on s'est séparés et ce schéma peut être amené à se produire cet été pour Mayoulou. C'est une possibilité. Est-ce que il faut absolument Est-ce qu'il faut se battre pour... Ouais, tu vois, là, je parle du côté sportif. J'entends que Luis Enrique aime beaucoup, que c'est un joueur qui lui plaît, qu'il a réussi à façonner à l'image qu'il veut dans son équipe. Mais est-ce qu'il faut tout faire pour essayer de le garder et de passer peut-être certains caprices, ou de se dire, bon, bah écoute, tu veux partir, c'est pas grave, c'est la vie. Comme pour Didio, bah écoute, garçon, c'est comme ça. Est-ce que là, Jonathan, Alexandre, moi, j'ai du mal à imaginer qu'il parte, honnêtement. Je pense que moi, je rejoins un peu ce que disait Alexandre. J'ai l'impression que c'est un jeu de poker menteur et que ça va se décanter à un moment. Il y aura un terrain d'entente. En fait, c'est ce qu'on dit. En préambule, c'est que ça. C'est que j'ai l'impression que tout le monde veut continuer ensemble. Bon, bah à partir de parce que Donnarumma, même si effectivement il y a eu des discussions, on sentait quand même que Luis Enrique n'était pas 100% fan de son profil, etc. Donc la rumeur chevalier, elle revenait un peu comme un serpent de mer. Pour le coup, j'aurais du mal à imaginer, sachant que Luis Enrique l'aime beaucoup, le club l'aime beaucoup parce que c'est un joueur issu du centre de formation. Seny Mayoulou, il est content, il joue quand même, et il joue régulièrement, il joue des gros matchs aussi. Il a été titulaire par exemple contre le Barça. Donc en fait, moi, c'est un prono, c'est une pièce en l'air, mais j'aurais du mal à imaginer qu'ils continuent pas ensemble, qu'ils trouvent pas un moment un terrain d'entente, et qu'effectivement là on soit juste dans un jeu de poker menteur à qui va craquer en premier et qui va un peu baisser ses exigences, et ses attentes, quoi. Ouais, mais l'exemple de Didio, c'est un très bon exemple. Hein. Franchement, il sort d'une Ligue des Champions où il contribue grandement à ramener cette première Ligue des Champions à Paris. Alors forcément, Didio de son côté était quand même en position de force. Le club a voulu le prolonger. Ils sont pas tombés d'accord et c'est pas pour autant que voilà ils ont cassé justement cette grille salariale. Ils ont leur idée, ils veulent rester sur ça et ça bouge pas. Donc en faisant ça, ils veulent montrer aussi que le club passe avant tout. Oui. Et que les exigences des joueurs vont pas passer au-delà de l'idée qu'ils ont de cette grille salariale. Après, je pense que pour Seny, voilà, c'est vraiment ça. C'est un jeu.
Quand le Paris Saint-Germain te propose 4 ans de contrat, qu'il a autant de temps de jeu qu'il a, et en plus que tu as un coach comme Luis Enrique qui t'apprécie, je pense qu'à un moment donné, ils vont tomber d'accord. Ils vont trouver Oui. on va quand même, on se rapproche peu à peu. On en avait parlé dans le podcast de rentrée 2026 avec les insiders, avec Marc Méchénois, avec Loïc Tanzi et Benjamin Corrès qui nous avaient dit attention, on va avoir un été bien musclé en termes de contrat au niveau du Paris Saint-Germain. Parce que, bon, là, Mayoulou, très bien, mais Ousmane Dembélé, on n'a toujours pas de nouvelles. Ilyes, Bradley Barcola, bon, l'info improbable, Beraldo, une prolongation annoncée. Ça, je suis tombé de ma chaise. Mais voilà, il va y avoir des dossiers à suivre qui vont être très importants. Et il pourrait y avoir du mouvement même. Du mouvement cet été, pour l'instant, moi en tout cas, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais oui, c'est clair que les joueurs dont les contrats arrivent à l'été 2028, Luis Campos va se pencher dessus si ce n'est pas déjà fait. Enfin, oui, c'est déjà fait d'ailleurs. Mais en plus, ce sont des joueurs importants, hein. Tu as parlé de Bradley Barcola, d'Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos aussi, quid de son avenir au Paris Saint-Germain. Donc oui, ce sera un des grands axes du mercato estival du PSG. Ouais. Gonzalo Ramos, c'est vrai qu'il est aussi dans cette situation. Il va falloir savoir de ce que tu en fais. Parce que pour expliquer juste en termes de... Quand tu arrives à 1 an de ton contrat, c'est plus facile pour... en fait, tu t'es moins cher finalement pour le club adverse. Donc là, à 2 ans, ça va être plus intéressant de les vendre peut-être, ou de faire des transactions. C'est surtout que quand tu arrives à 2 ans de la fin de ton contrat, tu peux... c'est pour les auditeurs, pour bien comprendre. Les clubs peuvent commencer à t'approcher et te dire patiente jusqu'à la fin de saison, et à la fin de saison prochaine, on t'achète à un montant inférieur que ta valeur marchande ou le prix d'un transfert, ou même attendre 2 ans à la fin de ton contrat et nous rejoindre gratuitement. En tout cas, on va suivre, bien sûr, les prolongations. Je note quand même que Joao Neves a prolongé. Bon, lui, par contre, il fallait quand même le prolonger assez vite parce que il avait, quand on a découvert un peu les grilles salariales et en tout cas les salaires qui sont tombés dans le Parisien et dans l'équipe, c'était l'un des plus petits, ou en tout cas, il a un salaire qui n'était pas énorme. Et tu disais, si lui, il touche que ça, waouh, quand même, c'est assez bizarre. Juste, je me permets. Excuse-moi Alexandre, mais je viens de chercher. Quand la grille tombe dans le Parisien ou dans l'équipe, dans le vestiaire, ça réagit comment? Ou est-ce que vous dites, voilà, les journalistes, ça nous fait suer? Ou c'est de dire, ah ouais, lui, il touche ça, tu le regardes de près? Non, franchement, j'ai le souvenir quand ça tombait, enfin en tout cas à Paris, tu fais pas trop attention en fait. D'accord. Ok. Tu fais pas trop attention. Et le souvenir le plus marquant que j'ai par rapport à ça, c'était surtout quand dans mes années où je jouais à Angers, quand ça sortait justement, tu regardais les salaires des gros clubs parce que tu t'interroges toujours sur combien touche un tel, mais après en vrai tu fais même pas attention. Là, Parce que tu sais très bien que, alors des fois ils sont pas loin de la vérité, mais des fois ils sont très loin de la vérité. Ça t'a pas causé? Hein? Mais par contre, quand tu es à Angers et que tu vois effectivement les salaires au Paris Saint-Germain, là, tu forcément, te dis, tu vois qu'il y a un fossé quand même. tu tapes à la porte du président à Angers et on te dit, bah écoute, retourne t'entraîner. En tout cas, on verra pour les prolongations un petit peu ce que ça donne pour Mayoulou et pour les autres. Les amis, mercredi, le Paris Saint-Germain joue face à Monaco en Ligue des Champions. Je rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé à renverser la table, 3-2 face à Monaco au match aller, c'était mardi dernier. Et désormais, il va falloir terminer le travail. Mais moi, je me suis posé une question parce que finalement, le match de Lens nous a fait voir que Monaco, je sais pas, ils se sont foutus les doigts dans la prise, ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Est-ce qu'il y a encore un danger sur ce match de Ligue des Champions? Est-ce que Paris est en danger sur cette rencontre, ou est-ce qu'on se dit, bon, quand même, Parc des Princes, un but d'avance, on va quand même pas faire n'importe quoi du côté du PSG. Jonathan, est-ce que pour toi, il y a danger pour le PSG? Danger, non, puisqu'ils ont un but d'avance. Donc en soi, ils sont dans une position confortable. Mais attention, parce qu'on a vu le premier quart d'heure, tu as pris 2 buts, et tu peux effectivement... moi, je sais pas ce que tu en penses. Vous étiez, Elias et Bruno, à Louis II. J'ai trouvé un peu de décontraction, un peu trop de décontraction, comme si on ne jouait pas un match de Ligue des Champions de la part des joueurs du PSG quand ils sont rentrés sur le terrain. J'ai vu Hakimi tout sourire, j'ai pas vu des joueurs comme s'ils étaient focus en mode Ligue des Champions, et on l'a vu un peu sur le premier quart d'heure. Donc j'aimerais pas qu'il y ait
cette même mentalité sur ce match-là contre Monaco, match retour, parce qu'il n'y a qu'un but d'avance et que c'est quand même dommage parce que tu aurais pu largement avoir 2-3 buts d'avance pour être tranquille. Donc, c'est pas plus mal qu'il n'y ait qu'un but d'avance. Comme ça, il faudrait bien terminer le boulot dès la première mi-temps, avoir 1 ou 2 buts d'avance et comme ça, tu termines et tu passes à autre chose. Mais est-ce qu'on peut avoir peur? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que Paris fasse gaffe parce qu'une mauvaise surprise, ça peut arriver. Un but, ça peut arriver comme ça. Et derrière, tu as les prolongations. Tu ne sais pas vraiment ce qui peut se passer. Donc, il faut se mettre vite à l'abri. Est-ce que cette petite marche positive, comme vient de le souligner Jonathan, Alexandre, justement, permet au groupe de rester en alerte, voilà, de dire bon, attention. Même j'ai posé la question à Luis Enrique à la sortie du match et il a répondu en disant bah non, justement restons quand même prudents. Et Monaco nous a rappelé qu'il venait de faire un résultat à Lens. Bah oui, il faut qu'ils restent en alerte forcément parce que la Ligue des Champions c'est une compétition tellement particulière que les joueurs sont voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les joueurs peuvent se sublimer. Là, à l'arrivée à Monaco, ils font une Paris Saint-Germain. Menés 2-0, ils gagnent 3-2. Donc, c'est la même chose. Donc, ça peut leur donner de la confiance et justement se dire que peu importe ce qui se passe au parc, il ne faut rien lâcher parce qu'à tout moment, on peut revenir. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, on a toujours eu des matchs qui sont compliqués. Il faut rester en alerte, il faut rester concentré. Après, c'est toujours le danger de ces matchs-là en Ligue des Champions quand tu joues une équipe de ton championnat. C'est que tu as l'impression que tu joues un match de championnat, mais en fait, c'est la Ligue des Champions. Et tu es tellement habitué à les battre tout le temps que quand c'est en Ligue des Champions, c'est différent. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont été surpris dans ce premier quart d'heure. Mais il faut noter aussi cette force de caractère d'arriver à basculer très vite et à redevenir l'équipe que tu es et à faire cette fin de match qu'ils ont fait et gagner aussi facilement qu'ils l'ont fait dans le sens où ils sont revenus puis après ils ont dominé totalement. C'était son gemme au départ. C'était le gemme de notre ami Alexandre. Cette force de caractère, justement, du Paris Saint-Germain qui a réussi à switcher. Tu voulais réagir sur l'un des propos, Ilyes? Oui, rapidement. En fait, moi, je partage l'avis de Jonathan. Pas vraiment de danger, mais rester en alerte. Hein. Comme vous l'avez dit, on a vu que Monaco, grâce à ses individualités, est capable vraiment de mettre 2 buts ou 3 en l'espace de 10 minutes. Ça a été le cas contre Lens, ça a été le cas en début de match contre le PSG. Donc ne pas avoir d'absence et en fait le PSG aura son match en main et le sort de ce match appartient en fait au PSG qui, s'il remplit sa part du boulot, passera sans grand problème. Et je pense que le PSG s'est déjà pris les pieds dans le tapis suffisamment de fois cette saison pour revivre un scénario pareil, surtout sur un match coup près avec une potentielle qualification ou élimination à son terme. On se rappelle que Ousmane Dembélé, normalement, sera absent pour cette rencontre. On part avec quoi comme attaque? Est-ce qu'on se fait un Guevara, Bradley Barcola, Désiré Doué? Ça te semble, Jonathan, satisfaisant? Ou est-ce qu'on va chercher un Kanguilny pour enfin lui donner un peu de place en Ligue des Champions? C'est cette attaque qui a mis 3 buts contre Monaco. C'est vrai. Barcola, Guevara, Doué. Donc en soi, moi je fais confiance à l'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Cette équipe a gagné. Donc je fais confiance en cette équipe. Et j'aime bien aussi dans cette attaque la façon dont en fait les 3 tournent. Et parfois j'aime bien aussi Barcola quand il est dans l'axe. Il arrive à créer des espaces en fait dans un comment dire un endroit du terrain où il n'y a pas trop d'espace. Il arrive quand même lui à se créer des différences et Doué quand il part sur le côté je le trouve meilleur que dans l'axe. Donc tout ça fait que j'aime bien cette petite attaque à 3 et donc je pense que je change pas une équipe qui gagne les 3. On change pas? Non, je suis d'accord. Alex, je suis d'accord. Après, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait, le fait que le statut du Paris Saint-Germain ait changé, ça change aussi pas mal de choses. C'est-à-dire que pour une équipe comme Monaco, qui les joue en championnat, à partir du moment où ils les jouent en Ligue des Champions, là, s'ils battent le Paris Saint-Germain, ils font tomber le tenant du titre. Donc forcément, ça change aussi pas mal de choses. Après, à contrario, le PSG a maintenant cette expérience des grands rendez-vous. Et je pense que c'est quelque chose qui va leur servir aussi pour ce match contre Monaco et pour les prochains matchs. C'est qu'ils savent les gérer maintenant, ces matchs-là. C'est complètement vrai parce que pour avoir fait un tout petit peu de micro. Pour avoir fait tous les déplacements et les matchs du PSG cette saison en Ligue des Champions, on sent que le champion d'Europe est vraiment attendu et quand par exemple il perd le Sporting, le stade José Alvalade au Portugal explose, donc il y a vraiment cette volonté de... C'était pas le cas du stade Louis II quand ils ont mené 2-0, on était très tranquille. Oui, bon, exception à la règle. Mais il y a quand même, je ressens ça par rapport à la saison passée, il y a vraiment cette volonté à travers toute l'Europe de faire tomber le
le Paris Saint-Germain, c'est clair. Oui, mais cette équipe de Monaco quand même présente, Ilyes, un nombre de blessés incalculable. On a encore Crépin Diatta qui est sorti du match blessé face à l'équipe de Lens. Je sais qu'ils ont 12 500 joueurs, voilà, mais ça va pas tenir très longtemps. Il y a surtout la suspension de Golovin, Ouais. qui est un fait marquant pour Monaco, parce que c'est quand même le meneur de jeu, le numéro 10, le détonateur. Donc là, il sera pas là. Tu as dit, Jonathan, qu'ils avaient gagné à Monaco, mais n'oublions pas qu'ils ont gagné à 11 contre 10 pendant quasiment l'intégralité de la seconde période. Donc là, ce sera un match différent. Il a joué ce week-end, Monaco a joué sans Golovin, sans doute en préparation du match de mercredi. Mais encore une fois, je me fais vraiment pas de soucis pour le PSG sur ce match retour. Moi, je Il dis juste. était suspendu Golovin aussi ce week-end. Ah, il était suspendu. Ouais, il Ouais, avait il pris était un rouge suspendu. aussi, Ah oui, la semaine d'avant. Je donne juste un joueur à Monaco à sortir, c'est Denis Zakaria. Franchement, il faut sortir ce joueur de cette équipe de Monaco et le mettre dans une vraie équipe, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Il serait formidable. Il pourrait faire défenseur central. Il peut faire milieu de terrain, même si Luis Enrique nous a dit en conférence de presse que pour lui, il y avait soit des défenseurs, soit des milieux. Il a été fou là-dessus. Juste expliqué pendant la conférence. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais lors de la conférence de presse, un journaliste lui a dit est-ce que vous voudriez pas monter Ilia Zabarni au milieu de terrain parce que hier soir, sur le match face à Metz, il a distribué des ballons, etc. Et là, Luis Enrique a détruit le truc en disant non, mais moi, en gros, En fait, lui, il veut quelqu'un qui regarde le jeu devant, que c'est pas possible. Mais en fait, si Manuel Ugarte n'a pas réussi à s'imposer en tant que 6 chez Luis Enrique, comment on peut imaginer qu'Ilia Zabarni va être le 6 de Luis Enrique en fait. On est d'accord. C'est vraiment j'ai pas vraiment compris cette question parce que on sait comment Luis Enrique pense dans ce secteur du jeu et il l'a dit lui-même, ces milieux de terrain, c'est presque des attaquants. Canguilhy a joué milieu de terrain alors qu'il peut jouer en attaque, João Neves, Vitinha, c'est des joueurs vraiment à l'aise avec le ballon, il aime ça, il demande ça. Donc s'interroger sur la possibilité de voir Zabarni qui est plus dans le duel, plus dans la force, plus dans le jeu aérien, prendre une position de 6. Dans un autre club, pourquoi pas? Mais sous Luis Enrique, ça me paraît vraiment impossible. Et Luis Enrique l'a dit de toute façon. En tout cas, voilà, pas Crépin Diatta, mais Denis Zakaria, 100 fois au Paris Saint-Germain. Je le prends même s'il se blesse un petit peu trop souvent. T'as vu, j'ai été sympa, Alexandre Letellier. Je suis pas venu te chercher sur Lucas Chevalier et Matvei Safonov. Voilà, je dis ça, je dis rien. Juste en quelques mots, Safonov, toi, te rassure. Je viens pas te demander le débat de savoir si, là, dans la cage, de ce que tu as vu sur les 6 matchs. T'es en train de préparer une prochaine tribune. Là, je te prépare à la prochaine tribune où tu vas venir. Non, juste sur ces il va être titulaire. Il va enchaîner son 7e match consécutif avec le Paris Saint-Germain dans la cage du PSG, ce qui pour lui un record. Il a déjà battu le record là face à Metz. Est-ce que toi, tu comprends qu'il soit là désormais titulaire et est-ce que tu trouves des qualités qui sont intéressantes pour toi après, le groupe comment dire, au moment où Lucas était sorti de l'équipe et qu'ils ont fait appel à Safonov, il a répondu présent. Il a été décisif, il a arrêté des pénaltys. Donc, même si on sait que c'est tout un travail en amont, les pénaltys, il faut les arrêter quand même et ça te met forcément en lumière et ça te fait gagner des points. Et aujourd'hui, même s'il y a des fois, par exemple, je trouve qu'il est beaucoup moins fort au pied que Lucas Chevalier, mais ce qu'il fait, c'est efficace. Donc en fait, aujourd'hui, il est dans l'efficacité, il gagne des points à chaque match, et puis il dégage une sérénité. Après, je pense que c'est aussi lié à son tempérament, sa nationalité russe, où on sent que on a l'impression que rien ne l'atteint. Donc je pense que ça joue en sa faveur. Est-ce que le côté confiance aussi des centraux, on sent qu'un Marquinhos et un Pacho ont vraiment confiance en lui parce qu'ils le connaissent et ils ont plus de vécu avec lui. Est-ce que ça se ressent ça aussi ou pas? Ça peut jouer aussi, et puis mine de rien, il a quand même fait partie de cette épopée avec toute cette saison où il y a eu toutes les victoires, donc il a vécu tout ça. Et à un moment donné, même si tu es sur le banc, tu prends en expérience aussi. Donc ces moments-là, un peu compliqués, il va peut-être savoir mieux les gérer.
et ça peut aider son équipe. En tout cas, Matvei Safonov sera titulaire et je vous conseille de surveiller les réseaux sociaux d'ici Paris-Île-de-France. On va vous proposer un petit short voilà, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre compte Instagram d'ici Paris-Île-de-France. Sur Matvei Safonov, vous allez apprendre plein de choses c'est dans les prochains jours. Lucas, qui est en train de préparer ça, m'a annoncé mercredi. Normalement, ça serait à disposition. En tout cas, les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un énorme merci à Elias Peters, à Alexandre Letellier, à Jonathan Ben Sadoun pour leur passage et leur venue dans la tribune 100% PSG. On est ravis de vous avoir eu. Je vous rappelle que le prochain match du Paris Saint-Germain sera à vivre sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube sur la rencontre des barrages de Ligue des Champions entre Monaco et le Paris Saint-Germain, le PSG Monaco au Parc des Princes. Ce sera à 21h pour mercredi, match et avant-match à partir de 20h avec Pia Clément, avec Rico Rabessandratana et toute la team PSG. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Diana pour la réalisation de ce podcast. On se retrouve là. Alors, je vous le dis, jeudi, podcast uniquement si ça se passe mal. Voilà. Sinon, vous cherchez pas le podcast, tout ça. On se retrouvera lundi prochain. Donc, normalement, rendez-vous lundi prochain. Voilà, allez, au revoir.